Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernalias. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernalias revient au cinéma avec Miracle. Une investigation captivante. Une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. C'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu en personne, qui l'a annoncé ce mardi à la presse. Cette loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 porte donc le budget de la défense à 413 milliards d'euros, soit 100 milliards de plus que la période précédente. Parmi les axes prioritaires énoncés, on trouve bien sûr la dissuasion nucléaire, la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine, mais aussi et surtout l'entretien et la rénovation de l'équipement déjà existant. Je vous propose d'écouter le ministre Sébastien Lecornu mardi dernier lors de sa présentation du projet de loi au Conseil des ministres. Deuxième chose, les fondamentaux poursuivent, hélas, si j'ose dire, la réparation. Les diminutions de crédits budgétaires dans le passé ont été douloureusement vécues au sein des armées. Il faut dire que socialement, le ministère des Armées s'est montré docile dans le passé, pardon de cette expression malheureuse, mais je crois au moins qu'elle est claire. Et donc, il est évident que le pouvoir politique, parfois, a pris des mesures particulièrement dures de diminution des crédits qui ont eu des effets. Incontestablement, ça se voit sur les infrastructures, l'état de nos bases aériennes et de nos régiments, ça se voit sur le maintien en conditions opérationnelles. On se dit souvent que vous avez des hélicoptères, mais ils ne sont pas en situation de décoller. C'est l'entretien, tout simplement, qui est un sujet qu'on redécouvre malheureusement avec cette guerre en Ukraine. C'est la question des stocks de munitions. Et donc les décisions qui ont été prises par le président de la République et Florence Parly depuis 2017, d'augmenter les crédits, parce que c'est une décision qui s'est faite avant la guerre en Ukraine, je le rappelle, voient désormais leur traduction concrète sur le terrain en ce moment. Mais il serait faux de dire qu'une période de 5 années de réparation suffit. C'est bel et bien une période de 10 ans qu'il va nous falloir pour mettre à niveau l'ensemble des infrastructures et du parc d'équipement de nos armées. Alors, que penser de cette loi ? Va-t-elle permettre à l'armée française de s'assurer les moyens de ses ambitions à l'international ? On en parle ce matin avec Philippe Nicolardo. Bonjour Philippe Nicolardo. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes ancien contrôleur général des armées et patron de cette émission, le Libre Journal de l'armée française sur Radio Courtoisie. Je crois que votre émission, la dernière, a eu lieu la semaine dernière, c'est ça ? Oui, j'avais reçu Pierre de Gaulle pour évoquer l'Ukraine et puis les grandes bascules du monde. Et maintenant, nous voilà à évoquer cette loi de programmation dont le ministre Sébastien Lecornu faisait un premier commentaire que j'ai trouvé assez juste et en tout cas assez réaliste par rapport à l'état d'esprit de ses prédécesseurs quand il s'agissait de réduire les budgets des armées, et ce sur une longue durée. Alors je voulais dire quand même en préambule que une loi de programmation militaire, notamment pour la France, c'est un exercice extrêmement compliqué parce que si on regarde les choses un petit peu de haut, la France est un pays continental dont les responsabilités historiques, notamment en Afrique, sont importantes et qui dispose aussi de la deuxième zone économique exclusive du monde. Donc ça pose aussi la question de ses moyens maritimes, à la fois comme pays riverain et puis comme pays qui participe à la liberté des mers. Et donc il ne s'agit pas ici, dans mon propos, de dédouaner, de supporter ou de dire que on est face à une loi de programmation militaire mirobolante, mais c'est d'abord de faire comprendre aux auditeurs que c'est un exercice complexe qui consiste à vouloir, d'une certaine façon, faire entrer un édredon, celui des besoins, dans une tête d'oreiller, la tête d'oreiller des ressources. Donc c'est un exercice complexe où les états-majors, et le ministre Lecornu l'a reconnu devant la commission de défense il y a quelques jours, où les états-majors entre eux ont des discussions extrêmement dures pour défendre leurs intérêts. Tout ça subordonné à une vision qu'on doit avoir de la France, de ses intérêts dans le monde et de la politique qu'elle entend conduire. Donc voilà ce que je voulais dire d'abord aux auditeurs. Exercice
complexe qui dépend in fine de la vision que le politique a de la France et de ses intérêts. Effectivement. Et donc concernant cette augmentation, on rappelle 100 milliards de plus que la période précédente, la période la 6 ans d'année d'avant. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant? Est-ce que vous savez? Alors je crois que de ce que j'ai lu, il y a une grande partie, en tout cas non négligeable de cette augmentation qui va servir tout simplement à compenser l'inflation qui est galopante dans ce pays. Et donc je crois que les effets de l'inflation sont estimés à 30 milliards d'euros sur 7 ans. Donc on peut dire que c'est une augmentation réelle de 70 milliards d'euros environ. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas si vous avez, si on peut comparer avec d'autres pays avec une armée équivalente à la France à l'international. Est-ce que vous pensez que ça permet à la France tout simplement de concurrencer, d'avoir les moyens de ses ambitions dans sa géopolitique? Bon, d'abord cette loi de programmation, elle est de 413 milliards d'euros, parce que aux 400 milliards d'euros de ressources budgétaires sont prévus 13 milliards de recettes exceptionnelles qui sont liées aux produits que le ministère de la Défense, via le service de santé, via la Direction générale de l'armement, prévoit de percevoir. Alors comme vous l'avez dit, dans l'hypothèse pessimiste, on compte sur 30 milliards liés à l'inflation. Donc effectivement, il y a une érosion a priori, dont le ministre nous dit que elle sera également prise en compte. Donc ça, on le verra dans la durée. Mais la sincérité et la volonté du politique en matière de loi de programmation militaire, elle s'observera année par année, parce que la réalité budgétaire, ce sont les crédits de paiement qui sont prévus dans chaque loi de finances initiale. Et donc, même si on peut faire crédit au ministre de son volontarisme, puisqu'il a expliqué que ces annualités budgétaires seraient des planchers en titane et non pas des plafonds, il faudra s'assurer année par année de la sincérité, de la volonté du gouvernement qui aura en charge cette mise en œuvre. Alors pour revenir à votre question, est-ce que c'est suffisant? On peut dire que par rapport à la dangerosité du monde, aux menaces qui s'exercent, un budget de défense n'est peut-être jamais suffisant. Donc, je crois que là, la question est, en soi me paraît un petit peu irréaliste, parce que quels seraient les besoins théoriques de notre pays en matière de défense, difficile de le dire. Simplement, ce que moi je peux observer à mon modeste niveau, plutôt de citoyen intéressé par les questions de défense, c'est que au regard de notre politique ou de notre absence de politique en Afrique, face à un continent dont la démographie nous dit que les grandes questions du monde risqueraient de se concentrer dans ce continent. Quel effort militaire allons-nous consentir là-bas? Je ne l'aperçois pas, d'autant plus que l'armée de terre ne semble pas gagnante des arbitrages budgétaires qui fondent cette loi de programmation militaire. Donc voilà, le premier point d'inquiétude pour moi, c'est que par rapport à l'histoire qui nous lie étroitement à l'Afrique, je ne vois pas que l'armée de terre, qui joue un rôle quand même essentiel en Afrique, je ne vois pas une ambition française en Afrique à travers les moyens qui sont consentis à l'armée de terre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on regarde les attentes de l'armée de l'air ou de la marine, on s'aperçoit que l'armée de l'air qui pensait passer au tout Rafale et donc ne se séparer de ces Mirage 2000, finalement va continuer à disposer encore de Mirage pour quelques années, et qu'en 2030, au lieu des 185 Rafales qui étaient attendus, l'armée de l'air n'en aurait que 137. Et puis, c'est peut-être moins spectaculaire, mais les avions de transport stratégiques A400M qui devaient être de 50 en fin de loi de programmation militaire ne seront que de 35. Or, le transport
stratégique est vitale. Et la marine, qui pensait avoir ses 5 frégates de défense et d'intervention en fin de loi de programmation, n'en aura que 3. Il n'aura pas autant de patrouilleurs océaniques qu'elle voulait. Donc voilà, par rapport à des ambitions qui étaient affichées précédemment, il y a forcément des déceptions. Mais effectivement, et ces mesures, c'est revu à l'allongement, c'est aussi dû à ce besoin de rénover fortement l'armée. Peut-être qu'on peut revenir aussi là-dessus, puisque... Le président de la République, le président Macron, l'avait déclaré en janvier. Sous le ministère de Florence Parly, la précédente loi de programmation était marquée par la volonté de réparer, c'est-à-dire faire ce qu'on n'avait pas fait dans la décennie ou les décennies précédentes. Et donc, ce qui n'a pas été fait continue à être fait. C'est ce qu'on appelle la réparation. Donc, ça a un impact sur l'actuelle loi de programmation militaire, alors que en même temps, de grands programmes lourds sont soit lancés, soit continuent leur existence, et parfois de façon un petit peu contrariée. Si vous voulez, on continue, et c'est typique pour ce qui concerne les munitions ou la maintenance, on continue à réparer ou à reconstituer ou à constituer des stocks. Et d'autre part, on lance des grands programmes, notamment dans le nucléaire, puisqu'il s'agit de passer au sous-marin nucléaire lance-engin de 3e génération, à des têtes nucléaires tant embarquées que celles dont dispose la force des forces aériennes stratégiques. Tout ça est lancé dans le même temps où il faut continuer à réparer. C'est ça qui est extrêmement compliqué. Mais on cherche à lancer des programmes de très haute technologie très chers, alors que finalement on n'a même pas, je dirais, le B.A.-ba, c'est-à-dire les munitions et l'équipement présent en état de marche. Je serais moins caricatural que vous, si vous voulez. On hérite d'orientations politiques qui viennent de loin, qui viennent de la volonté de tirer les bénéfices ou les dividendes de la paix après l'effondrement du mur en 89. Donc réparer 30 ans de diminution structurelle de nos forces, c'est très difficile, alors que l'état du monde exige aussi que l'on remonte en puissance. Alors, et la question des munitions, elle était assez exemplaire, parce qu'au fond, comme on était dans une perspective de non-guerre, les munitions n'avaient pas le caractère spectaculaire que pouvaient avoir des avions ou des chars, donc elles passaient sous l'écran radar, si je puis dire. Or, maintenant, on est davantage et beaucoup plus dans une stratégie d'emploi, donc faire la guerre, ça suppose des munitions, et reconstituer des stocks, et on y vient parce que la LPM m'en parle, c'est aussi la question de la base industrielle et technologique de défense, et du support, du substrat industriel inhérent à la volonté française, affichée quand même depuis longtemps, d'avoir quelque chose de cohérent entre ses forces armées et son industrie. Et donc, quand on évoque par exemple l'industrie de guerre à propos de la crise ukrainienne, on est bien obligé de considérer que si on veut remonter en puissance, il faut un outil industriel, il faut un dispositif juridique qui permette cette remontée en puissance. Et pour l'instant, on en est encore assez loin. Et que ça soit le gouvernement de M. Macron ou d'autres, nous sommes face à la fois à des échéances très courtes du point de vue du stock de munitions. Il faut les constituer ou les reconstituer très rapidement. Et puis, j'évoquais le nucléaire. Si la France veut continuer à tenir son rang, eh bien, il faut qu'elle modernise ses vecteurs et ses armes. Et là, elle n'a pas le choix tant qu'on considère que la force de dissuasion est l'épine dorsale de notre défense. Et là, je regrette qu'on n'ait pas suffisamment de débat sur cette question-là, puisque la question qui est posée, c'est comment rendre compatible et rationnelle à la fois notre imbrication au sein de l'OTAN et puis nos
volonté de faire de l'Union européenne un outil de défense, et en même temps disposer d'une force de dissuasion qui est le symbole même d'une espèce de solitude stratégique avec nos intérêts vitaux. Tout ça mérite aussi d'être débattu, parce que la force de dissuasion, c'est entre 8 et 10 milliards d'euros par an de dépenses. Oui, bien sûr. Il y a aussi, effectivement, vous l'avez souligné, cette dichotomie de deux doctrines. Une doctrine, est-ce que la défense doit être assurée collectivement avec l'Union européenne, ou est-ce qu'il faut au contraire miser justement sur le nucléaire pour exercer sa souveraineté? Et vous l'avez rappelé, on va peut-être pouvoir finir par là. Cette loi de programmation intervient dans ce contexte évidemment de la crise ukrainienne. On sait qu'on avait promis la livraison de quelques dizaines de blindés, d'équipements militaires à l'Ukraine. Est-ce que, enfin bien sûr c'est toujours d'actualité, ça a été souligné par le ministre, mais est-ce que vraiment on a les moyens, parce que je sais que de mémoire Alain Bauer avait expliqué que on avait promis des blindés qui n'étaient pas forcément en état de marche, ou en tout cas qu'il fallait remonter, qui connaissaient ces problèmes de rénovation d'équipements. Est-ce qu'on vraiment cette aide va changer quelque chose, ne serait-ce qu'à la guerre en Ukraine, ou est-ce que c'est plus symbolique, et est-ce que vraiment ça peut pas menacer un petit peu aussi notre capacité à nous-mêmes nous défendre en cas de conflit de haute intensité? Bon, je crois que le don de quelques blindés à roues, des AMX-10 RC, ça veut dire roue canon, ne va pas changer le cours de la guerre en Ukraine, parce que c'est un don de quelques engins, des engins qui ont maintenant plus d'une quarantaine d'années, et dont il faut dire aussi que la LPM va faire en sorte que leur durée de vie soit prolongée au sein de l'armée française, ainsi que un véhicule de l'avant qui s'appelle le véhicule d'avant blindé, qui pour une part va être prolongé, je crois, jusqu'en 2040. Mais non, pour revenir à votre question, je pense pas que ça soit le don de quelques blindés à roues qui va changer le cours de la guerre, et en tout cas ça va pas obérer significativement le parc français. En revanche, les 25% de notre parc d'artillerie, de ces fameux canons César, lui est plus significatif du point de vue à la fois de ce qu'on donne à l'Ukraine et de ce que ça peut entraîner par rapport au volume de notre artillerie, dont dans la loi de programmation on dit qu'elle doit redevenir une part importante de l'armée de terre. Une armée de terre dont je veux dire, pour terminer, qu'elle va diminuer la cible de certains de ces véhicules blindés, et que son programme majeur, le programme Scorpion, est lui décalé dans le temps, au-delà de la loi de programmation militaire qui va être engagée. Et enfin, le ministre a indiqué que c'est à partir de 2027 que les annuités budgétaires augmenteront. Alors évidemment, 2027, c'est aussi l'année des élections législatives et présidentielles. Donc ça suppose que les successeurs continueront à mettre en œuvre cette loi de programmation avec une volonté forte, malgré les nuages financiers et économiques à l'horizon, et qui pourraient se confirmer au-delà de 2027. Donc il y a des enjeux importants, il y a des défis pour nos armées. J'ajoute aussi que sur les 413 millions, il y a 100 millions qui sont réservés à la ressource humaine, et que on aura beau avoir tous les matériels qu'on veut, la question de la ressource humaine pour une armée professionnelle, avec des taux de recrutement qui sont parfois limites, est une question majeure, ainsi que celle des réserves, et dont je n'observe pas que le financement soit vraiment assuré, en tout cas pour avoir des réserves entraînées, fidélisées et aptes au combat. Effectivement, voilà. Un dossier, en tout cas à suivre, et effectivement ce sera soumis au bon vouloir des politiques année par année. Merci beaucoup en tout cas Philippe Nicolardot, on rappelle ancien contrôleur général des armées et donc patron de cette émission, le Libre Journal de l'armée française, que donc la dernière émission était la semaine dernière, et à retrouver donc dans 3 semaines sur Radio Courtoisie.